Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, le M23, soutenu par le Rwanda, procède à des exécutions sommaires et au recrutement forcé des civils à l'est de la RDC. Bokoyoka débat et puis Tokoyoka, chercheur principal ya Human Rights Watch sur le Congo, Thomas Fessi, a expliqué makambo eza minene bande kwa l'est. Donc au mona pena ki Rwanda ba comme un problème. Situation za mubulu pona ba. Le groupe armé soutenu par le Rwanda a procédé à des exécutions sommaires et au recrutement forcé des civils dans l'est de la RDC. C'est ce qu'indique le rapport de l'ONG Human Watch intitulé RD Congo, les atrocités de la rébellion M23 soutenue par le Rwanda. Ce rapport a été publié le lundi 6 février. Et en réponse à l'offensive du M23, l'armée congolaise collabore avec des milices à caractère ethnique, responsables d'exactions. Par ailleurs, les partis au conflit, de plus en plus, appellent aux loyautés ethniques, exposant les civils reculés dans les provinces du Nord Kivu russe. Au titre des recommandations, Human Rights Watch demande notamment au Rwanda de mettre fin à son soutien militaire au M23, tandis que les troupes gouvernementales devraient donner la priorité à la protection des civils et cesser de recourir aux milices responsables d'abus comme force supplétive. Alors, awa ba moni ba bi ba to bazo sala mais pas FARDC ba pexie que ba groupe autodéfense normalement FARDC mta collaborer na bango te. Yango tozo yebisa monsieur Thomas Fessi, chercheur à Human Rights. En tout cas, wana ba jeune wana bango moko banda kala ba défendre ka territoire na biso. Alors, ndeye azolobaki FARDC azo collaborer na bango? Non. Ba jeune wana banda kala. Alors, Thomas Fessi a Human Rights, nde bozo mwana ye wana. Ye alobi non. FARDC azo collaborer na bango? Non. Ba jeune wana bazako boya 1-23 abotola ba côté mboka na bango, côté ba territoire bango bazali. Donc c'est ça. Babenga bango ba jeune d'autodéfense, les maïmaï autodéfense o bazo batela mboka. Alors, Thomas Fessi o bozo mona wana ye azaya Human Rights boko yoka e bandeko ndenga za ko expliquer. Alors bazana ba preuve ya 1-23 ndenge bazako bomabatu, ils ont tous les preuves. Alors yango balobi ke président rwandais akosibira. Alors tout là na débat. Bon, après tout continuer l'émission. Bonsoir. RD Congo, les atrocités de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. C'est le titre du nouveau rapport de l'ONG Human Rights Watch publié hier lundi 6 février 2023. Selon ce rapport, le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a procédé à des exécutions sommaires et au recrutement forcé des civils dans l'est de la RDC. Et en réponse à l'offensive du M23, l'armée congolaise collabore avec des milices à caractère ethnique responsables d'exactions. Par ailleurs, les partis au conflit font de plus en plus appel aux loyautés ethniques, exposant ainsi les civils des zones reculées de la province du Nord Kivu à un risque accru, indique ce rapport. Au titre des recommandations, Human Rights Watch demande notamment au Rwanda de mettre fin à son soutien militaire au M23, tandis que les troupes gouvernementales congolaises devraient donner la priorité à la protection des civils et cesser de recourir à des milices responsables d'abus comme force supplétive. Que pensez-vous du rapport de Human Rights Watch? Nous en parlons ce soir avec Thomas Fessi. Il est chercheur principal à Human Rights Watch sur le Congo. Thomas Fessi, bonsoir. Bonsoir. Mwindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, il est élu de la province du Nord Kivu. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir. Et Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est aussi consultant indépendant des questions internationales. Frédéric Amani, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a procédé à des exécutions sommaires et au recrutement forcé des civils dans l'est de la République démocratique du Congo, indique le rapport de l'ONG Human Rights Watch, publié hier lundi 6 février 2023. Le rapport intitulé RD Congo, les atrocités de la rébellion du M23, soutenu par le Rwanda, relève le fait selon lequel les parties belligérantes font de plus en plus appel aux loyautés ethniques exposant les civils des zones reculées de la province du Nord Kivu à un risque accru. On écoute à ce sujet Thomas Fessi, qui est d'ailleurs avec nous dans ce débat, chercheur principal à Human Rights Watch sur le Congo, au micro de Peleki Pelamondo. Soutenus par le Rwanda, les rebelles du M23 qui continuent d'avancer laissent dans leur sillage une série croissante de crimes contre les civils. Nous avons documenté des exécutions sommaires, mais aussi des recrutements forcés de civils. Par exemple, le 28 octobre, près de Rougari, des rebelles du M23 ouvrent le feu sur un bus et 2 motos transportant des civils qui fuyaient les combats. 2 enfants et une adolescente ont été tués. D'autres ont été blessés. Le 21 novembre, des hommes sont enlevés à Boutaré, utilisés comme porteurs. Ils seront tués à Mbouramasi, à côté de Bambo, dans la chefferie de Bouito, qui est majoritairement Hutu. Quelques jours plus tard, après des affrontements dans le village de Kishiché, le M23 fait du porte-à-porte pour chercher des miliciens. Les rebelles tuent au moins 22 civils. Nous avons des témoignages également de recrutement forcé, des personnes utilisées comme porteurs, mais également forcées à se battre. Notre recherche montre que les parties au conflit utilisent de plus en plus les loyautés ethniques, exposant les civils à un risque accru, car cela fait craindre de nouvelles attaques de représailles contre les civils des deux côtés et suscite des inquiétudes de nouvelles violences ethniques dans la région. Les États-Unis, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays devraient suspendre leur assistance militaire au Rwanda tant qu'il soutiendra le M23. Thomas Fessi, vous êtes chercheur principal à Human Rights Watch sur le Congo. Dans votre nouveau rapport publié hier lundi, intitulé RD Congo, les atrocités de la rébellion du M23, soutenu par le Rwanda, vous dites que le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a procédé à des exécutions sommaires et au recrutement forcé des civils dans l'est de la RDC, et en réponse à l'offensive du M23, l'armée congolaise collabore avec des milices à caractère ethnique responsables d'exactions. Sur base de quoi vous fondez toutes ces affirmations? Nous avons enquêté pour ce rapport entre les mois d'octobre et de janvier, ce qui fait suite aux enquêtes précédentes depuis la résurgence du M23, puisque nous avons publié des rapports précédents l'année dernière et pas mal d'enquêtes lors de la création du M23 en 2012 et lors de leurs actions à l'époque. Donc entre octobre et janvier, nous avons mené des enquêtes, c'est-à-dire appuyé avec un nombre d'entretiens en personne, par téléphone, avec des survivants, des témoins d'exactions, des membres des familles des victimes, important pour corroborer tous les crimes dont nous parlons. Mais nous avons également parlé avec des autorités locales, des activistes, du personnel de sécurité, des membres des groupes armés, des membres du personnel des Nations Unies ou encore des journalistes qui ont couvert certains événements, des diplomates, des membres de groupes armés, des sources sécuritaires. Donc tout un nombre de sources et d'acteurs qui sont, j'allais dire, impliqués dans tout ce qui se passe dans la région et qui nous permettent de mener ces recherches. Et toutes ces sources, Thomas Fessi, vous ont confirmé que le M23 est soutenu par le Rwanda et que ce mouvement a procédé à des exécutions sommaires. De l'autre côté, en réponse à l'offensive du M23, l'armée congolaise collabore avec des milices à caractère ethnique. Est-ce que vous avez des noms de quelques milices, par exemple, qui collaborent avec les FARDC? Oui, bien sûr. Par rapport à cette question, pour rappel, c'est donc la résurgence du M23
qui a, j'allais dire, conduit un certain nombre de groupes armés congolais à former une coalition. C'était au mois de mai de l'année dernière à Pinga qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont formé cette coalition qu'ils appellent patriotique contre le M23 qu'ils décrivent comme l'agresseur. Et donc ces milices sont bien connues. Il s'agit de la PCLS, de Janvier Karairi, de faction Nyatura, donc il y a le CMCFDP de Domi par exemple, la faction Nyatura Bazungu de Jean-Marie, il y a également la faction principale du NDC Rénové de Guidon. Donc ce sont des groupes qui opèrent dans la région, qui sont connus, qui sont tristement connus pour être impliqués dans de graves violations des droits humains dans leur bastion à travers les années. D'ailleurs, nous avions précédemment documenté les abus généralisés commis par les forces commandées par Guidon, par exemple, le chef du NDCR, qui, je vous le rappelle, est toujours sur le coup de sanctions onusiennes. Et donc, le fait de voir, par exemple, Guidon se promener dans les rues de Kichanga au mois de décembre, filmé avec un colonel de l'armée congolaise, le colonel Tokolonga, on se demande pourquoi un chef de guerre comme Guidon, responsable de crimes graves, est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour crimes graves, justement, de la part des autorités congolaises. Pourquoi est-ce qu'il lui est permis de coordonner des opérations, même s'il y a un ennemi commun, plutôt que d'être appréhendé pour faire l'objet d'enquêtes et d'être poursuivi pour les crimes dont il est accusé. Quel est votre objectif en publiant ce rapport? C'est quoi l'objectif poursuivi? Notre objectif est un objectif de plaidoyer. D'abord, nous appelons le Rwanda à cesser et à mettre fin à son soutien militaire au M23. Et à ce titre, nous demandons que la pression internationale soit accrue. Nous pensons par exemple que l'Union africaine et ses pays membres devraient indiquer très clairement au Rwanda, que ce soit de manière publique ou en privé, que son soutien militaire continu au groupe rebelle M23 pourrait, au titre de la responsabilité étatique, impliquer le pays dans les abus commis par le M23. Et de même, des responsables rwandais pourraient être reconnus complices des crimes de guerre du M23. Donc, de la même manière, nous faisons un plaidoyer auprès de puissances étrangères telles que les États-Unis, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, qui ont des accords de coopération militaire avec le Rwanda, de suspendre cette assistance militaire, cette assistance sécuritaire avec le Rwanda, tant que le Rwanda soutiendra le M23. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième, c'est également de dire aux autorités congolaises qu'il faut que les forces armées congolaises donnent la priorité à la protection des civils, qui est la tâche principale du soldat congolais, et de cesser de recourir justement à des milices responsables d'abus comme force supplétive. Et nous recommandons également aux autorités congolaises de mener des enquêtes et de juger de manière appropriée les crimes de guerre présumés, y compris toutes les attaques de représailles à l'encontre de certaines communautés. Alors, voilà pensez-vous, Thomas Fessi, que votre plaidoyer sera entendu lorsque l'on sait que dans le passé, il y a eu ce genre de rapport, mais sur terrain, rien n'a changé?
Exactement, c'est là le nœud du problème, c'est-à-dire que malheureusement ces cycles de violence ne sont pas nouveaux, ils se répètent, l'histoire se répète, et l'un des problèmes majeurs reste l'impunité qui continue de sévir dans le pays lorsque des crimes sont commis et que finalement les responsables de ces crimes graves ne sont pas appréhendés, ne font pas l'objet d'enquête, ne sont pas poursuivis, ne sont pas condamnés. Il leur est permis de continuer et de recommencer quelques années plus tard. Si le M23 aujourd'hui est capable de mener l'offensive qu'il mène et de laisser dans son sillage autant de crimes au niveau des populations, c'est que le leadership n'a pas été, pourtant sous sanction internationale, n'a pas été appréhendé ni jugé il y a déjà une dizaine d'années lors de la rébellion de 2012-2013, et souvenez-vous que bon nombre des membres de cette rébellion avaient déjà fait partie de la rébellion du CNDP, et donc toute cette histoire se répète, et s'il y avait eu justice rendue aux victimes, il n'y aurait pas aujourd'hui ces cycles de violence qui puissent se répéter. De la même manière, si les programmes de démobilisation des milices congolaises avaient fonctionné, qui est par exemple discuté à Nairobi, si ces programmes étaient réellement effectifs, on ne verrait pas ces milices au front aujourd'hui se coordonner avec l'armée congolaise au même moment où des discussions sont censées avoir lieu dans le processus de Nairobi, justement pour là où ils ont promis de rendre leurs armes et de se démobiliser. Mouinou Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, vous êtes élu de la province du Nord Kivu. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez du rapport de l'ONG Human Rights Watch qui pointe l'armée congolaise de collaborer avec des milices à caractère ethnique responsables d'exactions pour attaquer le M23? D'abord, je voudrais féliciter Thomas Fessi, qui est le chercheur de Human Rights Watch, pour ce rapport qui est clair. Je crois que qu'ils ont donné des informations de terrain qui sont fouillées, qui démontrent à la face du monde le mode opératoire du Rwanda. Ça a été la même chose à 96, lorsqu'ils se sont attaqués au cas de réfugiés Hutus rwandais au Congo. Ils ont massacré, ils ont tué. Les rapports mapping renseignent toutes les exactions commises par eux, et puisqu'ils bénéficient au niveau de la communauté internationale d'une amnistie qui ne voile pas son nom et des droits de tuer partout où il passe, voilà comment l'histoire se répète aujourd'hui. Donc c'est un mode opératif du Rwanda. À chaque fois qu'il est dans une opération militaire, il utilise la violence, les meurtres, les viols, les assassinats, les génocides même contre les populations comme arme de guerre. Et ça, c'est je crois que c'était un plaidoyer qui corrobore ce que le gouvernement congolais dit tout le temps, que ce que fait le Rwanda au Congo sont des crimes. Les crimes qui sont faits par le Rwanda, puisqu'ici on parle du M23, nous aussi terrain on ne voit pas le M23, on ne voit que le Rwanda avec son armée, c'est des crimes dirigés contre certaines communautés. Et ça, c'est une expédition meurtrière contre des citoyens ciblés que Human Rights Watch n'a pas voulu, bien évidemment, qualifier de massacres à caractère génocidaire. Alors, lorsque l'armée rwandaise s'attaque à des populations ciblées, malheureusement, ça crée comme conséquence des communautés, des gens qui résistent, qui n'acceptent pas d'être tués à tout moment. Et le gouvernement congolais, dans sa politique, ne collabore pas avec les groupes armés, mais il se peut que dans le contexte que le Rwanda impose au peuple congolais, notamment à certaines communautés, il y a des gens qui s'organisent à faire des groupes d'autodéfense pour défendre leurs terres, pour défendre leur pays, et ça n'a rien à faire avec le gouvernement congolais.
qui, mais on dans sa a politique, donné des cas précis, des noms des... collaboration avec les groupes armés. Dans ce rapport, Monsieur le ministre, on donne des noms très précis, des cas précis des groupes armés qui collaborent avec les FARDC. Vous rejetez cela. On parle de Guidon, on parle de Janvier. Guidon qui donne même des ordres sur les terrains des opérations, alors que c'est quelqu'un qui a commis beaucoup d'exactions. Pourquoi le gouvernement ne l'arrête pas et le laisse faire? En tout cas, je n'ai pas vu dans les parties des rapports que j'ai lus, là où on indique qu'un chef rebelle a donné des ordres à des FARDC. Vous n'en verrez pas. Dans les rapports que j'ai lus, on signale seulement qu'il y a des cas où des militaires FARDC se sont retrouvés en face des miliciens qui combattent bien évidemment les M23, et dans la logique du combat telle qu'elle est décrite dans les rapports, est-ce que vraiment les militaires au front, les commandants au front est préoccupé et seraient préoccupés à combattre un groupe qui malheureusement n'est pas plus menaçant qu'une agression étrangère comme celle du Rwanda? Donc je crois que ça n'a pas de sens sur le terrain des combats de très haute intensité que vous demandiez à un commandant de commencer à arrêter les miliciens qui sont sur le terrain au lieu de s'occuper principalement de combattre les M23. De toutes les manières, et ça Monsieur le ministre, s'il vous plaît, à la deuxième page du rapport, il y a un paragraphe qui parle de Guidon. Le 16 décembre, le commandant rebelle Guidon Chimirayi, qui fait toujours l'objet des sanctions onusiennes, a conduit ses combattants de la principale faction du groupe armé Douma Défense du Congo rénové à Kichanga à la suite d'une réunion avec les chefs d'autres milices et des officiers de l'armée. C'est bien écrit dans le rapport. Des chefs d'autres milices, mais bon, ça c'est des officiers de l'armée qu'il faut confirmer. Mais moi, je vous remets dans les contextes. Je vous remets dans les contextes. L'officier dont on parle là, c'est un officier qui a été à Tongo, qui a été défait à Tongo, qui est retourné, qui s'est retrouvé à Kichanga. Est-ce que vraiment dans ces contextes-là, vous pouvez demander à un officier comme celui-là d'aller arrêter des chefs des groupes armés alors qu'il est sous les feux du Rwanda? Je crois que ce que je voulais dire à la fin, c'est, et bien évidemment, on ne peut pas empêcher, et ça je l'ai dit, ça vient de moi-même, on ne peut pas empêcher aux Congolais, on ne peut pas empêcher aux Congolais de défendre leur pays. On ne peut pas empêcher aux Congolais de défendre leur pays. Que les Congolais se réveillent pour dire, nous voyons comment l'armée rwandaise marche sur nos terres, que nous nous organisions pour les combattre. C'est un acte patriotique qu'on ne peut pas empêcher dans un contexte d'une agression étrangère comme celle qui est menée en expédition par les Rwandais qui tuent des civils. Et la troisième chose que le rapport n'a pas souligné, et je crois que je dois le souligner, les Rwandais fait tout pour exposer expressément les citoyens Tutsis au massacre. Ce qui s'est passé par exemple à Kiroliroé la semaine passée, où des civils d'une ethnie auraient été utilisés pour tuer les militaires congolais. C'est des actes qui sont posés, bien évidemment, par les Rwandais pour amener des Congolais à perpétrer des massacres contre les civils Tutsis. Et heureusement pour le gouvernement congolais, jusqu'à maintenant, il ne joue qu'au calme. Essayez de faire tout pour que les militaires congolais qui sont engagés sur le front protègent des populations Tutsis, et c'est ce qui est en train de se faire. On ne peut pas interdire à tout Congolais qui veut défendre son pays de pouvoir le faire. Ça veut dire tout Congolais, milicien soit-il, rebelle soit-il, il a les feux verts de pouvoir défendre son pays. C'est l'article 63 de la Constitution qui le dit de manière très claire à son article 1er. Lorsque le pays fait l'objet d'une agression étrangère, tout Congolais a l'obligation de le défendre. Donc on ne peut pas, dans ce contexte actuel, empêcher au Congo de défendre leur pays. Ça, c'est inacceptable. Entre-temps, il y a une question qui se pose sur comment ces miliciens, ces rebelles, se procurent les armes. Mais vous les avez appelés des rebelles ou des miliciens. Donc avant même le début des combats contre les M23, ils avaient des armes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'où ces gens ont tiré les armes alors qu'ils sont des groupes armés qui ont des armes? Et à quoi sert alors le programme DDR, monsieur le ministre? L'objectif de ce programme, c'est... nous aurait servi. Nous sommes dans le programme, bien évidemment, on a demandé à tous les groupes armés qui ont accepté volontairement à Nairobi d'embrasser ce programme. Mais dans ce contexte de guerre, vous allez faire DDR dans quel contexte où vous êtes agressé par un État voisin qui vous envoie des brigades de l'armée rwandaise? Heureusement que les rapports le signalent très bien, c'est des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et c'est là, bien évidemment, qu'on vous dit que dans ce contexte-là,
On ne peut pas parler de DDR lorsque le pays est agressé. Quand est-ce que vous allez vous organiser pour faire des centres de cantonnement? Quand est-ce que vous allez vous organiser pour faire le désarmement lorsque vous-même vous faites face à un feu qui vous est imposé par un pays voisin? Et donc pour l'instant, la question des groupes armés congolais est mise de côté. On se bat d'abord contre l'ennemi commun qui est le M23. Moi, je n'ai pas dit ce que vous dites là, mais je vous dis que dans cette zone-là, le contexte de désarmement, lorsque des territoires sont en train d'être occupés par l'ennemi, c'est un contexte inapproprié. Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, mais aussi consultant indépendant des questions internationales. Votre lecture sur ce rapport de Human Rights Watch? Merci beaucoup, Madame Kelly, pour l'invitation. J'en profite pour saluer Monsieur Tom Sini, c'est ça? Thomas Pessi. Thomas Pessi et le ministre Mouindo Zangi et tous les auditeurs de Radio Okapi. Alors, ma lecture par rapport au rapport de Human Rights Watch, je pense que ces rapports s'inscrivent toujours dans la suite logique de présenter le malheureux état des lieux, des graves violations des droits de l'homme dans cette partie, meurtrie par des conflits interminables. Mais je crois que aussi ces rapports s'inscrivent dans une logique de faire entendre la voix des sans-voix au regard de tout ce qui se passe, et la communauté internationale ou régionale semble être absente ou semble faire fi de tout ce qui se passe à l'Est, malheureusement. Mais moi je pense que ces rapports devraient aller au-delà de présenter les faits, c'est-à-dire faire, comme le responsable l'a dit, faire un plaidoyer. Mais je pense que ce plaidoyer doit être fait vraiment de manière à ce que la communauté internationale se sente interpellée par ces crimes contre l'humanité qui se passent à l'Est, plus de décennies. Je crois que les efforts devraient être faits, et au niveau interne, au niveau régional et au niveau international, pour que cette hémorragie soit arrêtée. Et nous pensons que c'est bien de présenter ces rapports, mais c'est mieux d'appliquer tout ce qui revient du côté congolais, du côté de la communauté internationale, pour que les responsabilités soient établies et que ces conflits soient résolus et que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie meurtrie. Je crois que c'est de ce point de vue-là que je pense que la contribution de Human Rights Watch sera salutaire, non seulement pour la RDC, mais aussi pour la région des Grands Lacs. Dans ce rapport, Human Rights Watch a fait des recommandations et au Rwanda et au gouvernement congolais. Au Rwanda, cette ONG demande de cesser de soutenir militairement le M23, tandis qu'au gouvernement congolais, la priorité devrait être la protection des civils et cesser de recourir à des milices responsables d'abus comme force supplétive. Bien, je crois que c'est une bonne recommandation. Mais moi, je pense que, comme d'ailleurs le chercheur à Human Rights Watch l'a dit, il faudrait que la communauté internationale et surtout le partenaire du Rwanda prennent cette question à bras le corps, en suspendant peut-être les soutiens qu'ils apportent au Rwanda, et surtout par la condamnation, parce que aucune organisation sous-régionale à laquelle, que ce soit le Rwanda ou la RDC appartiennent, a condamné et invité le Rwanda à cesser le soutien. Moi, je pense que ce plaidoyer est valable, mais il faudrait au niveau interne que la RDC, c'est vrai, devienne davantage un État régalien, un État capacitaire pour protéger les civils, et en recourant à la coalition des milices, je crois que c'est peut-être une façon de remédier un manque du soutien de la communauté internationale au regard des défis sécuritaires de la région. Et comme le ministre l'a dit, ce sont des Congolais qui aiment leur patrie et qui veulent défendre, n'est-ce pas, l'agresseur qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire le Rwanda. Et je vais aller plus loin, madame, pour inscrire ou ajouter que ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est vrai. Dans le rapport, on mentionne le Rwanda, mais l'Ouganda aussi joue un double jeu. Mais moi, je pense que ce qui est important ici,
au regard de ces rapports de Human Rights Watch, il faut que l'État congolais devienne davantage un État capacitaire, mais la communauté internationale surtout et les organisations sous-régionales auxquelles ces pays appartiennent fassent pression au Rwanda pour cesser ses soutiens au M23 et que les accords signés dans le cadre du rétablissement de la paix et de la sécurité, que ce soit le pourparlers de Nairobi ou la feuille de route de Luanda, ces accords doivent être appliqués de bonne foi pour que la paix et la sécurité reviennent. Parce que ce qui se passe à l'est du pays, c'est au-delà de l'imagination, madame, ça dépasse de loin de ce qui se passe en Ukraine, ça dépasse de loin de ce qui se passe au Mali ou au Burkina Faso, mais on semble avoir une politique de deux poids deux mesures pour le cas de la RDC et c'est déplorable. On va prendre à présent ces auditeurs qui sont nombreux à appeler sur notre standard, qui veulent donner aussi leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Bukavu où il y a cet auditeur qui nous appelle. Ça sera pour vous Thomas Fessi. Je suis Franklin Matumaini. Je vous appelle depuis la ville de Bukavu, dans la province de Kivu. Ce rapport est une négation de la vérité du terrain, car comme le communiqué final du sommet de Bujumbura, ce rapport renvoie aussi dos à dos le gouvernement congolais et le Rwanda qui opèrent sous le M23, ce qui donne plus de poids aux rebelles ainsi qu'aux revendications du Rwanda. Ce rapport est une preuve de plus que le complot contre la RDC est international et la RDC ne se bat plus seulement contre le M23 et le Rwanda, mais contre plusieurs acteurs internationaux afin d'atteindre l'objectif final qui est la balkanisation du pays. La RDC devrait comprendre qu'elle fait face à un complot international dénoncé à ce temps par Joseph Kabila, alors président de la République. La seule solution, c'est la mise en commun d'un accord et le bon encadrement des départés, une justice militaire impartiale et agissante et un plan de sécurisation du pays. Car si les pays voisins ont à leur plan de sécurisation jusqu'en 2030-2050, nous constatons hélas que la RDC n'a pas même un plan de sa sécurité annuel. Arrêtons de penser que notre sécurité est à l'extérieur. C'est comme demander à un malade d'aller se faire soigner par son propre sorcier. Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne de cet auditeur de Bukavu. Thomas Fessi, comment vous réagissez aux propos de Franklin Matumaini qui nous a appelé depuis Bukavu, qui pense que ce rapport est une négation de la vérité de ce qui se passe vraiment sur terrain? Je crois que... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que cet auditeur, avec tout le respect que je lui dois, n'a pas vraiment lu notre rapport, puisque le titre même du rapport est sans équivoque. Nous disons que la rébellion du M23 est soutenue par le Rwanda. Nous le répétons depuis plusieurs mois déjà. Je pense que nous avons été parmi les premiers, d'ailleurs, enquêteurs à le montrer, avec les enquêteurs des Nations Unies, etc. Donc je ne vois pas en quoi nous mettons dos à dos les parties au conflit. Et j'espère que cet auditeur puisse relire notre rapport, puisque dès le titre, nous sommes sans équivoque. Nous disons que la rébellion du M23 est soutenue par le Rwanda. Donc je ne comprends pas trop son accusation de dire que nous renvoyons les parties dos à dos. Nous sommes très très clairs sur les forces en présence et comme je le disais, nous avons été parmi les premiers à apporter des preuves du soutien rwandais à la rébellion du M23, que ce soit depuis l'année dernière ou même en 2012, 2013 et les années précédentes avec le CNDP. Donc voilà, je souhaiterais que cet auditeur comprenne que notre souci est plutôt le respect du droit humanitaire international, le respect des lois de la guerre, et comme l'a dit notre confrère Frédéric Amani, qui est invité dans cette discussion aussi, nous sommes plus dans une logique de faire entendre la voix des sans-voix et des victimes, plutôt que de faire partie, comme il nous l'accuse, d'un complot international. Voilà. Monsieur le ministre Mwindo Nzangi, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kinshasa. Je suis monsieur Martin Bakonga, je vous appelle depuis Kinshasa. De mon avis,
Je suis tout à fait d'accord avec les recommandations de cette organisation. Mais tout ça parce que le gouvernement congolais n'a pas bien joué son rôle, celui d'avoir une armée capable de sécuriser son peuple et ses frontières. Conséquence, on nous met aujourd'hui dans le même sac que les agresseurs et les terroristes de notre pays, l'M23. Pour terminer, il est temps que les autorités congolaises organisent bien l'armée. Sans cela, nous allons toujours continuer à pleurer. Monsieur le ministre, réaction. L'auditeur a raison, c'est ça même l'option fondamentale aujourd'hui prise par le président de la République, Félix Tshisekedi, celle de la montée en puissance de l'armée congolaise. Et nous y travaillons. Nous y travaillons parce que nous savons que ce pays ne sera défendu que par une armée congolaise forte, professionnelle et bien équipée. Et je voudrais d'ailleurs dire à notre compatriote que si nous en arrivons aujourd'hui à avoir des problèmes, c'est puisque nous sommes passés par un processus de sabordage de notre armée. Depuis l'intégration, l'intégration à 2003, le mixage, le brassage et tout ce qui a suivi, notre armée a été infiltrée par des personnes qui avaient comme mission évidemment de rendre ce système très faible. Et nous payons les conséquences de ça, d'une gouvernance de 18 ans qui n'a pas réussi bien évidemment à mettre en place des mécanismes pour essayer de recréer l'armée nationale. Et donc, avec toute cette victoire diplomatique que nous avons obtenue aujourd'hui par la levée de cet embargo qui ne disait pas son nom, nous sommes en tant que gouvernement dans un processus de pouvoir faire renaître l'armée. Ne veulent pas nous donner l'occasion de pouvoir réorganiser cette armée. C'est pour cela qu'aussitôt que nous voulons lancer un recrutement de grande envergure ou des opérations de grande envergure pour remettre l'armée sur les rails, ils nous attaquent, ils nous font la guerre, mais en tant que Congolais, nous sommes confiants que le chef de l'État, il a pris la chose en main et qu'il va mettre en place une armée capable de nous défendre. Frédéric Amani, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Lubumbashi. Flori Bassa et Pambilo depuis la ville de Lubumbashi dans la province de Haut-Katanga. Selon moi, le rapport de Human Rights Watch n'est pas une nouveauté. Toutes les informations fournies dans ces rapports, c'est du déjà entendu. Pour le moment, je crois que le peuple congolais n'a plus besoin d'un pareil compte rendu. Les Congolaises et les Congolais sont agressés innocemment par l'État rwandais. Point. Par conséquent, nous n'avons pas envie d'écouter un discours complaisant de la part d'une organisation internationale soit-elle, pour dire que les troupes gouvernementales congolaises coopèrent avec des milices, entre autres FDLR. Tout ça dans le but de caresser, dans le sens du poil, l'agresseur de la RDC qui est véritablement le Rwanda. Et nos autorités comprennent que pour pacifier l'Est, la solution n'est pas ailleurs, mais la solution est entre les mains du peuple congolais. Une armée forte pour défendre notre territoire national est une option plus efficace. Frédéric Amani, un rapport, discours complaisant de la part d'une organisation internationale. Bien, merci beaucoup pour la question de l'auditeur. Je respecte son point de vue et je lui concède tous ses propos. Mais je pense que je voudrais, avant de réagir à sa réaction, signifier ou montrer un autre élément important qu'on semble peut-être oublier ou ignorer dans ce qui se passe à l'Est. On ne doit pas oublier que les fameux projets de balkanisation existent et que les exactions du M23 s'inscrivent dans une logique d'une stratégie de terre brûlée et de terreur dans la mesure où c'est pour peut-être faire partir les peuples autochtones afin d'implanter, si jamais, un autre peuple pour matérialiser ces projets. Donc, ça doit être pris en compte et il faudrait que le gouvernement congolais y veille. Alors, par rapport à M. Florent de Lubumbashi, ce que je retiens, c'est vrai par rapport à cette guerre à l'Est, la solution est entre les mains des Congolais et parmi lesquels il faut, n'est-ce pas, les réformes dans le secteur de sécurité pour qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle une armée républicaine, une armée au service de la nation. Alors, je
je crois que cela passe par un État capacitaire, par des institutions fortes. Au-delà de cela, moi je pense que au-delà de penser que c'est la communauté internationale qui viendra à la rescousse de la RDC ou de s'attaquer à Human Rights Watch qui fait son travail, je crois qu'on doit poser des bases, que ce soit au niveau de l'armée, mais au niveau des institutions, pour que chaque secteur apporte un plus à la vitalité d'un État comme une entité organisée détenant le monopole légitime de la violence. Et c'est de cette manière-là qu'on parviendra à résoudre ces conflits interminables à l'est de la RDC. Un autre élément, moi je pense que le Rwanda n'a pas manifesté la bonne foi d'œuvrer pour la paix avec tout ce que la RDC a manifesté comme bonne volonté de s'ouvrir au Rwanda, mais ce qui est important, c'est de s'inscrire aussi dans une pensée géostratégique et géopolitique, une pensée qui met en compte dans les prochaines années, afin que la RDC soit à l'abri de toutes les velléités rwandaises ou ougandaises pour l'est du pays. Je crois que une étude ou une étude de sa politique sécuritaire doit être mise en place pour permettre à ce que les velléités rwandaises et les velléités ougandaises ne puissent pas compromettre à la survie de la RDC comme un État. Frédéric Amani, merci. On va considérer cela comme votre conclusion. Thomas Fessi, avant de vous donner la parole pour la conclusion, on va lire quelques réactions des auditeurs qui nous ont laissé des messages, des nombreux messages sur notre page Facebook. C'est notamment Victor Kabila, président du conseil territorial de la jeunesse de Walikale au Nord Kivu. Je vous écris depuis Walikale. En ce qui concerne le rapport de Human Rights Watch, je demande à cette organisation de tout faire pour convaincre le Conseil de sécurité de l'ONU en vue de sanctionner les autorités rwandaises pour les massacres commis en RDC par le M23/RDF. Je demande au commandant suprême de FRDC de faire un nettoyage profond au sein de l'armée et donner la responsabilité des opérations aux vrais soldats patriotes, car trop de traîtres au sein de notre armée. Calvin Kapongo, c'est un rapport favorable à l'argumentaire du Rwanda, mais nous au Congo notamment, il y a plusieurs ethnies. Les groupes sont d'autodéfense de la nation en danger et non autodéfense de l'ethnie. Évitez l'intox. Et enfin, César Ndouo Kaloumé depuis Mambasa dans la province de l'Ituri, le rapport de Human Rights Watch est bon, mais le mieux est que cette organisation puisse faire tout pour que la paix revienne dans la partie est de la RDC. Suite à l'effectif minime de nos FRDC, ces derniers font appel au groupe d'autodéfense pour l'appui, malgré que les recours à ces groupes d'autodéfense ne feraient que déplacer le problème de la fondation de l'État congolais du fait de l'incapacité politique de doter la RDC des forces de défense et de sécurité robustes, professionnelles et nationales. Thomas Fessi, vous êtes chercheur principal à Human Rights Watch sur le Congo. Alors, face au danger des nouvelles violences ethniques dont vous parlez dans votre rapport, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous espérons pouvoir voir une pression internationale accrue, et cela de toute urgence, pour voir enfin l'arrêt du soutien au M23 de la part du gouvernement rwandais, qui jusque-là justement suscite des inquiétudes quant à de nouvelles violences ethniques dans la région, mais aussi que ce plaidoyer se dirige aux autorités congolaises pour que les mesures nécessaires soient prises pour garantir la protection des civils et des communautés menacées, et pour cesser toute collaboration avec des milices qui sont responsables d'abus et qui sont utilisées comme force supplétive. Mwindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, élu de la province du Nord Kivu, comment vous réagissez à la conclusion de Thomas Fessi? Oui, je crois que pour la première partie, il a raison. Il faut accentuer la pression sur le Rwanda, bien évidemment,
En 2013, le Rwanda avait cédé lorsque les États-Unis, la Grande-Bretagne et toutes les autres puissances avaient imposé des sanctions pour l'empêcher de pouvoir appuyer les M23. Je crois que, bien évidemment, ce combat de Human Rights Watch sur le renforcement de la pression sur le Rwanda, c'est une bonne chose sur le plan diplomatique. De notre côté, nous n'allons pas nous laisser faire. Comme nous l'avons dit, nous allons poursuivre ce combat jusqu'au bout parce que ça vaut de la réputation et même de la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Nous devons nous battre, nous devons nous organiser et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors vous dites qu'il a raison dans la première partie de sa réponse et dans la seconde partie, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec lui. Nous avons tous des rapports qui a des personnes, des Congolais qui ont arrêté d'observer passivement la situation telle qu'elle se passe, une agression, et qui ont pris l'option de défendre leur pays. C'est de leur droit, la Constitution leur donne ces droits-là, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement congolais collabore avec des groupes armés. Merci, monsieur le ministre Mwindo Nzangi. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Alors, bandeko tolandi débat, tolandi Thomas Fessi, oyo ya Human Rights Watch. En tout cas, même Ganaza d'accord na makamusa lobite, pour na FARDC, pour na ba groupe wana. Mais oyo eza très important eza que ba groupe armé wana ya groupe de défense bango ba pona ba etnina bango bango ba bundaka déjà pona bango moko ezati que FARDC mutamembe na makasi. Alors de l'autre côté M23 lui ba sali suka ne bolanda débat baza ko boma ba moni bango donc bazana ba photo do tout mais loko eza problème ezani eza ya président Rwandi. Donc yaya nazo mone pena CPI ya sûr. Parce que ndenge makambo eza yena batu na ye wana bango pena bakudie CPI. Parce que na ba leader na ye wana. Donc nazo mona tende ni bakubika. Procède à des éjections sommaires. Déjà rapport au Nibimi 171. Alors, ce que c'est au tableau kaboué. Donc bateau baza na problème. Ya osakana te. Oyo kake yinde liban. Oyo kaka moto peli. Nazo bate so bakusala ndenge nini. Bandeko makambo eza minene. Donc on a clairement que dossier eza mobulu pour le président Rwanda. Alors bato nyonso tolobaki ke tango ba guerre ekosila makambo oyo ekobima bango nyonso bakona ba dossier moko donc baluka ndena o résoudre ngo ekosimba te bandeko botala. Alors voilà ndenge makambo yango eza donc eza somo. Alors barwande bakatisi baye na mboka na so baboma bato entre temps bazoyeba teke bazofilme bango bolandi etre ay bazamena bafoto tout. Donc situation pene eza mabe pour la président rwandais, mais ayebela que nayebi tende na ko échapper makambo oyo parce que e oyo kaka e yeli penangai bandeko nangai dossier oyo Rwanda ba okoma na problème sérieux. Alors tolandi biso nyonso des actions de bazo commettre bo partager. Alors tokomotika ngona bino au moins que baloui bien te commenter pesa point de vue na yo. Alors c'est à ce point que comment clôturer mission. Bon continuez à s'abonner. Au revoir, à la prochaine.